Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, sautez à pieds joints dans l'art avec la piscine de Roubaix. Ici, pas la peine de brassard, on vous emmène pour une baignade artistique. Amandine Chéniaud est chef et transforme son amour pour les produits qui l'entourent en plats qui mettent des étoiles dans les yeux. Bleu de travail, salopette, blouson, ici on vous montre comment les uniformes des travailleurs sont arrivés jusqu'au podium. Chez Maison des Lilles, c'est une histoire d'art et de famille. Aujourd'hui découverte de la ferronnerie et bronzerie dans le geste. Et avant de rencontrer la chef Amandine Chéniaud, tout de suite, point de vue. En janvier 2016, le célèbre photographe irlandais Kevin Abosch vend l'un de ses clichés pour la modique somme de 1 million d'euros. Un cliché représentant une pomme de terre sur un fond noir. Oui, vous avez bien entendu. Habitué à immortaliser les célébrités comme Johnny Depp ou encore Spielberg, il se tourna en 2010 vers ce tubercule. Le cliché suscita visiblement l'intérêt des acheteurs sans trop que nous puissions expliquer pourquoi. Des amateurs de frites peut-être ? Albert, c'est le magazine qui s'adresse aux 9 à 14 ans sans les prendre pour des bébés. Ici, on traite d'actualité à la manière d'un journal pour adultes avec une présentation ultra chiadée et des articles grand public ou de niche. Le tout servi par une couverture réalisée tous les mois par une ou un artiste différent qui regroupe les grandes thématiques abordées à l'intérieur. De quoi donner envie aux plus jeunes de s'intéresser aux nouvelles du monde et aux plus grands d'en profiter pour se mettre à la page. Elle en a fait lever des têtes et surtout tourner. Si la Jourette coiffe les églises de France depuis le Moyen-Âge, elle n'a rien perdu de sa superbe. Représentant la plupart du temps un coq et destiné à indiquer la direction du vent, ce symbole aux origines religieuses suscita un vif intérêt entre la dernière moitié du 19e siècle et le 20e. Depuis, les artistes et passionnés n'ont de cesse que de les faire fleurir sur les toitures, pour le plus grand bonheur des passants et des oiseaux. Venez admirer la piscine de Roubaix dans tous au musée. Aujourd'hui, on flotte dans un monde art déco onirique. La tradition française des musées, depuis la Révolution, ça a souvent été de regrouper des œuvres et des objets d'art dans des lieux qui n'étaient pas prévus pour ça à l'origine. Des châteaux, des monastères, des hôtels particuliers. Le siècle des musées, le 19e siècle, a quand même été un peu un siècle de coucou. À Roubaix, c'est dans une piscine que le musée d'art et d'industrie André Diligent a fait son nid en 2001. Un musée qui fait cohabiter beaux-arts et arts appliqués dans un lieu hautement symbolique. La piscine, on peut le lire dans une ville de fracture sociale, un des rares lieux qui soit présent dans la mémoire collective de toutes les couches de la population. On n'a pas fossilisé l'espace, mais on lui a redonné une étincelle, on lui a redonné vie et dynamisme. Ouverte au public en 1932, cette piscine art déco, construite sur les plans de l'architecte Albert Barr, s'inscrivait dans une démarche sociale et hygiéniste destinée à la population ouvrière. Fermée en 1985, elle avait été envisagée pour accueillir les collections du musée avec l'ambition de préserver l'histoire du lieu en valorisant ses équipements pour présenter les œuvres. Dans le projet, ce qui avait été demandé à Jean-Paul Philippon, c'était de réutiliser le mobilier hygiéniste de la piscine, le mobilier technique en quelque sorte. Ce module de vitrine correspond à 5 doubles cabines de douche et de déshabillage. Dans ces vitrines, de nombreuses céramiques et un joyau, une série signée Picasso. Une manière de rappeler que dans l'identité du musée, il n'y a pas vraiment de frontières ni de hiérarchie entre la création artistique et les objets du quotidien. Cette pièce, la Tissuthèque, le montre bien. Elle renferme des catalogues d'échantillons textiles et celui-ci est le tout premier d'entre eux, déposé en 1835. Qu'est-ce que la ville de Roubaix, sinon une ville qui est née de l'industrie textile ? C'est quand même un élément très important de l'identité de la ville.
Et puis, historiquement, pour le musée, c'est la base de la collection et qu'ensuite, tout le reste ne fait qu'entretenir un dialogue avec cette base décorative. Et ce dialogue s'écrit avec des centaines de chefs-d'œuvre. Les murs sont peuplés de tableaux aux signatures renommées comme Raoul Dufy, Tamara de Lempicka ou encore Fujita. Des œuvres qui font parfois écho à l'histoire de Roubaix, comme dans cette salle qui lui est dédiée. Retrouvée par hasard sous les toits de la Chambre de commerce, cette immense fresque a rejoint le musée lors de son agrandissement en 2018 dans une salle sur mesure. Mais il y a aussi ce combat de coqs peint par Rémi Cogue comme un instantané d'une tradition roubaisienne. C'est un tableau à la fois pittoresque, anecdotique et en même temps assez symbolique, représentant les Roubaisiens dans leur diversité. Et d'ailleurs, chacun des personnages est un Roubaisien qu'à l'époque on connaît, et ça créera à Rémi Coge des problèmes parce que le tableau a un tel succès que tout le monde aurait aimé être sur le tableau. Côté sculpture, elles sont des dizaines à se prélasser aux abords du bassin. Et une salle entière leur est réservée, ainsi que l'atelier reconstitué d'Henri Bouchard. Et puis il y a la Petite Châtelaine. Alors, le buste de la Petite Châtelaine, c'est la Joconde du musée La Piscine, c'est le chef-d'œuvre de la collection. C'est l'une des 8 sculptures de Camille Claudel qui habite le musée. Et si elle est si spéciale, c'est bien sûr pour sa beauté, mais aussi parce qu'elle a été acquise grâce à une souscription publique. Une première en France qui a permis aux Roubaisiens de s'engager pleinement dans le rayonnement culturel de leur piscine. C'était une espèce d'occasion d'approcher un interdit qui était celui de la beauté dans une ville qui avait cette image négative de la chute de l'industrie textile. Ce musée, c'est donc la rencontre harmonieuse d'un patrimoine architectural, industriel et artistique, avec la vocation de faire entrer la culture dans le cœur de Roubaix et de ses habitants. Traçabilité et proximité sont les maîtres mots de la chef Amandine Chéniaud. Nous l'avons rencontrée dans ses restaurants où elle nous a fait faire un tour du propriétaire en version gastronomique. Ma cuisine, c'est une cuisine assez spontanée, facile à comprendre, qui est profondément française, enfin, c'est mes racines. C'est une cuisine que j'imagine joyeuse en fait pour les gens qui la reçoivent. Voilà, beaucoup de partage, beaucoup de végétal aussi. Bon les gars, bon service, je vous vois tout à l'heure. À plus. Amoureuse des plats herbacés et d'une certaine cuisine traditionnelle, Amandine Chéniaud partage ses journées entre les restaurants Pouliche, ouvert en 2019 dans le 10e arrondissement de Paris, et le Café de Luce, perché sur la butte Montmartre depuis septembre 2021. Luce, c'était le nom de ma grand-mère et c'était un petit clin d'œil que j'avais envie de faire, dans le sens où c'est une cuisine, c'est la cuisine de famille, c'est la cuisine très simple, c'est la cuisine du quotidien. Et puis on a eu l'opportunité de reprendre cet endroit qui était un petit peu oublié, un petit peu endormi. Un bistrot parisien typique que l'ancien élève d'Alain Ducasse ou encore d'Éric Fréchon est venu réveiller. Ici, les cuisses de grenouille sont fraîches et appétissantes, comme l'ensemble du garde-manger qui compose son univers culinaire. J'aime beaucoup les herbes aromatiques, j'aime beaucoup les coquillages, les crustacés, le gibier, les champignons, tout ce qui est les petites herbes qu'on va glaner en forêt, par exemple, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et à défaut d'aller aujourd'hui en forêt, c'est en plein Paris, sur le toit du centre Beaugrenelle, qu'Amandine vient régulièrement se fournir en fleurs aromatiques auprès de Laurent, maraîcher de ce jardin perché aux saveurs étonnantes et inspirantes. Ça t'en fait quoi de la monarde? Ça se mange aussi? Ah ouais, ça se mange. La monarde, c'est vraiment septembre, c'est la bonne saison pour le faire. Monarde fistuleuse, pour être précis. Alors, c'est vraiment un goût de sous-bois, assez relevé. On voit la réaction des chefs, certains chefs, lorsqu'on fait découvrir une herbe qu'ils ne connaissent pas, c'est une matière première qui est nouvelle et on voit bien dans la façon de le sentir, etc. C'est inspirant, savoir comment le cuisiner, est-ce qu'il faut le prendre cru, est-ce qu'il faut l'infuser. On voit les bons chefs aussi à ça, hein. C'est la façon d'appréhender une herbe et de la regarder. Elle est incroyable cette tagette, hein.
Shiso japonais, estragon du Mexique ou encore citronnelle d'Australie, si ce petit tour du monde des arômes sans émissions carbone a l'avantage d'être éco-responsable, c'est aussi pour Amandine un gage de qualité gustative. Clairement, quand tu goûtes la tagette, c'est une tagette qui a même pas été cueillie, qui est encore vivante, qui a encore la sève, qui n'a pas pris le frigo, qui n'a pas traversé la France. Et qu'il n'y a pas eu de rupture thermique, choc thermique. Et en plus, pour les aromatiques, c'est d'autant plus vrai que c'est des produits qui perdent beaucoup de saveur dès qu'on les coupe. La citronnelle qui est là d'Australie, et si je la coupe maintenant, dans 1 heure, elle n'aura pas ni la même couleur, ni la même texture, ni la même odeur. Une exigence de goût qu'elle retrouve aussi auprès d'Arnaud Billon, son producteur de viande bovine. Salut Amandine. Salut toi. Ça va bien? Ouais, super. Hop, alors. T'as le rhum steak? J'ai le rhum steak. Et voilà, salers, du perche. De champ. De champ. J'ai eu l'occasion de venir voir en fait l'élevage. J'ai vu les prés, j'ai vu les bêtes, comment elles sont traitées. Je sais qu'ils ne leur donnent pas n'importe quoi à manger. De l'herbe. Voilà, de l'herbe. Exactement. Voilà, et puis quand tu goûtes, en fait, tu as une qualité de viande qui est topissime. Et à cette matière brute idéale en tartare, la chef vient simplement y ajouter ses fleurs fraîchement cueillies dans la journée. Là, hop, on va mettre cette petite beauté là. On va juste aller chercher quelques pétales. J'aime beaucoup la tagette parce que ça a des petits côtés fruits de la passion ou citronnés, suivant les plants. Voilà, l'idée c'est de jouer sur les herbes qu'on aime. Hein. Donc on ne va pas aller mettre des herbes trop fortes. Et en fait, suivant là où tu croques dans ton tartare, tu vas avoir des goûts un petit peu différents, un peu plus de basilic, un peu plus d'estragon, un peu plus de tagette justement. Une dernière touche de caviar et le tartare de Salers d'Amandine Chéniaud, atout d'une œuvre d'art. Bonjour Amandine. Bonjour. Amandine, la sensibilité au goût, aux odeurs commence très tôt pour vous, pendant les balades à la montagne, dans les Alpes ou la cuisine de votre maman. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des senteurs de votre enfance? Alors c'est plein de souvenirs d'enfance, effectivement. Quand j'étais petite, on allait beaucoup dans les Alpes et toutes les promenades étaient propices à cueillir, à sentir, à toucher. Et on ramenait plein de gros bouquets d'herbes qu'on faisait sécher après toute l'année pour s'en servir dans la cuisine. L'amour des plantes vous a orienté en pharma, tout d'abord, que vous avez abandonné rapidement. Et en attendant, vous avez fait serveuse dans une pizzeria. Et c'est là que tout a commencé? C'est là où j'ai eu un déclic, où je me suis dit que, en fait, on pouvait faire autre chose dans la vie et être parfaitement heureux. Et ensuite, c'est le Bocuse d'Or, en fait, ma participation au Bocuse d'Or qui m'a fait prendre conscience que finalement, j'avais peut-être quelque chose à vraiment faire sur le long terme dans ce métier-là et revoir un peu mes objectifs. Vous avez une cuisine extrêmement organisée, m'a-t-on dit. C'est très fluide, c'est important. Oui, c'est hyper important, mais je pense qu'en n'importe quelle entreprise, on est obligé d'être carré, d'être organisé, d'avoir une hiérarchie, d'avoir des rôles définis. Et puis c'est vrai qu'en cuisine, de toute façon, on a cette structure qui est forte, qui est marquée. On n'a pas du oui chef dans tous les sens non plus. Moi, c'est quelque chose qui est complètement derrière moi pour moi. J'ai plus envie de ça. J'ai envie de codes un peu nouveaux, qui soient hybrides. Pendant trop longtemps, j'ai travaillé dans des grandes maisons où il y avait cette rigueur et en même temps quelque chose de très strict et assez douloureux. On n'avait pas le droit de rire, on n'avait pas le droit de trop parler. Il y a quelque chose d'assez militaire. Oui, très strict. Alors déjà, à l'époque, j'avais du mal à rentrer un peu dans le rang et souvent, je me faisais un petit peu rappeler à l'ordre. Et aujourd'hui, moi, je suis la première à arriver le matin, à faire un café pour tout le monde, à mettre la musique, à raconter une blague, à raconter une petite anecdote. Je trouve que voilà, on travaille tous ensemble et pour moi, c'est important que les journées se passent de façon joyeuse et qu'il y ait un vrai partage, en fait. La notion d'équipe indispensable en cuisine. Complètement. On est personne tout seul, on ne va pas très vite, on ne va pas très loin. Encore plus avec 2 restaurants, on est obligé d'avoir des gens sérieux, compétents, investis et qui ont vraiment toute ma confiance autour de nous.
Alors justement, vous avez 2 restaurants maintenant. Comment la créativité de la femme chef que vous êtes peut cohabiter avec la femme d'affaires que vous devez forcément être? C'est 2 fonctionnements de cerveau complètement différents, j'ai tendance à dire. Quand on est dans les chiffres, quand on est dans le factuel, quand on est sur le côté gestion, voilà, c'est des tableaux Excel, il n'y a pas de place à l'affect. On est vraiment dans quelque chose de quasi mathématique, en fait. Et en revanche, quand on est dans la création, il faut laisser parler la sensibilité, il faut justement être connecté à ses émotions. Et pour moi, c'est vraiment une gymnastique de cerveau très, très différente. Donc, il y a des moments qui sont pour la gestion de l'entreprise, on va dire, et puis des moments qui sont plus pour la rêverie, pour imaginer des choses. Amandine, depuis 20 ans que vous êtes en cuisine, je pense que le métier a évolué, notamment dans la conscience qu'on a de prendre des petits producteurs, de prendre des produits qui ne sont pas trop loin, peut-être de ne pas manger ou pas servir systématiquement de la viande aussi. Est-ce que ça fait partie de votre cahier de charge, de votre façon de penser maintenant? Ça fait complètement partie de mes valeurs. En fait, aujourd'hui, si on est un minimum éduqué, si on est un minimum curieux et qu'on ne vit pas dans une bulle ou dans une grotte coupée du monde, on ne peut pas ne pas savoir qu'il faut faire attention à la façon dont on consomme de façon générale et que l'impact de la nourriture est le déclic le plus facile, le plus quotidien et finalement le plus impactant sur notre empreinte par rapport à la planète. Donc c'était important pour moi d'avoir une approche raisonnée et nouvelle, et en tout cas vraiment de prendre position sur la façon dont on allait utiliser les ressources de la planète. Ouais. Sur quel plat vous travaillez en ce moment? Là, on va avoir les champignons qui vont arriver, donc on va aller s'amuser autour de ça. C'est un territoire que j'aime beaucoup, puis les gibiers, la grouse là, qui démarre, donc ça, c'est des petits moments de bonheur. Tout ça, ça donne très envie. Merci Amandine. Avec plaisir. Dans En mode, aujourd'hui zoom sur le vêtement de travail. De l'usine au défilé des grands couturiers, comment ces pièces sont passées d'utile à couture. Parmi les grands succès de l'histoire du vêtement, ces pièces qui ont passé l'épreuve du temps sont constamment réinventées par les créateurs. Nombre d'entre elles sont issues du vestiaire ouvrier. On appelle cette mode le workwear ou le vêtement de travail à la croisée du beau et de l'utilitaire. Et son influence est partout, à commencer par le denim, la matière ouvrière par excellence, née dans les années 1880. D'abord destiné aux cow-boys, aux mineurs et aux ouvriers ferroviaires, le jean, sa chemise et sa veste à poches multiples sont à la fois pratiques et robustes. Il compte parmi les pièces les plus portées et déclinées au monde, comme ici chez Y Project. C'est à la même période que naît le bleu de travail. Taillé dans une matière ultra résistante appelée moleskine de coton, il est l'un des symboles vestimentaires de la révolution industrielle. Née à la fin du 19e, la veste de travail de la marque Le Mont Saint-Michel est devenue une icône de la mode. On en trouve aujourd'hui des déclinaisons chez Carhartt, qui s'est spécialisé dans le workwear branché, mais aussi chez Lemaire en version sophistiquée, chez Zegna, façon luxe à l'italienne, ou chez le créateur kurde Dilan Lur, qui pour la marque Namacheko s'inspire du vestiaire ouvrier qu'il décline dans des matières précieuses. Comme avec cette combinaison, une autre pièce utilitaire qui a conquis les podiums. Née chez les parachutistes et imitée par la créatrice Elsa Schiaparelli dès les années 1930, elle est popularisée par la figure de l'ouvrière Rosie la rifteuse qui démocratise combinaisons et salopettes, aujourd'hui déclinées sous toutes leurs formes. Alberta Ferretti en propose par exemple une version fonctionnelle mais ultra stylisée, la mêle à un manteau de fourrure et la rend carrément glamour en ajustant sa coupe et en y ajoutant broderie et paillettes. Ed Meiner, lui, en exagère les volumes. Il part d'un vestiaire de travail pour imaginer des collections poétiques où les jeux de matière brute et la sobriété des teintes adoucissent les codes du genre.
Chez Spencer Phipps, on trouve tous les marqueurs du vestiaire workwear. Il joue sur un effet usé et sur des pièces utilitaires, de la salopette au tablier en passant par la fameuse chemise de bûcheron taillée dans une flanelle épaisse et protectrice. Preuve que la mode n'est pas qu'affaire de superflu et qu'un vêtement qui reste est avant tout utile et fonctionnel. Lustres, luminaires et appliques passent dans les mains des artisans de la Maison des Lilles, à la croisée des mondes de la bronzerie et de la ferronnerie d'art, découverte de leur savoir-faire. Mon grand-père Henri de Lille a créé la maison en 1895, donc je suis la 5e génération. Notre métier est de créer des luminaires et du mobilier sur mesure avec des décorateurs ou des designers pour des projets. Et on est une partie du tableau, on crée une partie du tableau. Main dans la main avec les artistes avec lesquels il collabore, et ce depuis 5 générations, la ferronnerie d'art de Lille manie le fer et le bronze pour illuminer et habiller des pièces du patrimoine français, des intérieurs de particuliers ou des lieux prestigieux dans le monde entier. Fer, bronze ou laiton, le choix de la matière varie en fonction de l'œuvre qui sera réalisée. S'il y a de la sculpture, s'il n'y a pas de sculpture, s'il y a de la sculpture, bronze. S'il n'y a pas de sculpture, on a le choix de travailler ou en fer ou en laiton, qui est finalement l'équivalent du fer en termes de travail avec des barres et des feuilles de laiton. C'est le décor ensuite qui va nous diriger, ou la matière recherchée. C'est-à-dire que si c'est un décor à la feuille, on va pouvoir très bien, ou un décor patiné au feu, on va très bien pouvoir travailler avec de l'acier. Si on veut travailler avec des décors par électrolyse, c'est-à-dire au bain, il va falloir travailler avec du laiton. Dans cet atelier qui fourmille, plusieurs corps de métier cohabitent et se complètent comme les maillons d'une chaîne. Chaque étape a son importance et nécessite son propre savoir-faire. Mais chaque œuvre et chaque projet commence toujours par un dessin. Et avec l'arrivée de Jean de Lille, les techniques de dessin évoluent. On met un point d'honneur à continuer à faire des dessins à la main selon les objets, mais évidemment, la 3D nous envahit. Le dessin en 3D, le scan en 3D, l'impression en 3D. On est très attentif aux nouveaux métiers qui apparaissent, mais tout en gardant nos spécificités. Et je pense que le lien, c'est le souci du détail et de la matière. Une fois le dessin établi et validé, les étapes de confection peuvent commencer dans les différents ateliers. Il y a un atelier sale et un atelier propre. L'atelier sale étant la façon, c'est-à-dire le travail de la matière. Ça peut être de la forge, ça peut être de la monture en bronze, de la soudure, de la tournure, de la ciselure, du sablage. Et pour notre atelier de remonture, ça va être la cristallerie, le décor. La Maison de Lille collabore avec des designers comme Jean-Michel Villemotte ou Éric Schmitt et jongle entre création classique et contemporaine grâce au choix de la matière. À partir de formes très simples, une barre, une tôle, on va créer un lustre. Les lustres feuillages qui étaient au décor ont été fabriqués par un ferronnier de bout en bout. Ce métier peut aussi créer des objets très contemporains et c'est ça qui est assez génial, c'est que vraiment il y a une liberté de création forte. Une fois le métal façonné, chaque pièce du puzzle est ensuite assemblée et préparée. Qu'il s'agisse d'une pièce classique ou contemporaine, le décor occupe une place particulière au sein de l'atelier. Dorure, trompe-l'œil ou patine, toutes les nuances sont créées dans cet atelier par Patricia, puis minutieusement appliquées au pinceau. Certains lustres viennent aussi s'agrémenter de cristal, un savoir-faire tout aussi minutieux qui demande d'assembler chaque pièce une par une. De multiples savoir-faire que la Maison de Lille a à cœur de faire perdurer. On est dans des métiers au temps long. On se raccroche toujours en créant un objet à des expériences passées. Un des vrais sujets, c'est que chaque métier puisse être relayé, transmis pour avancer. Parce finalement, on a énormément de métiers, mais qui ont tous leur spécificité. Donc c'est un vrai enjeu de trouver des jeunes. Et c'est pour ça maintenant on a une culture vraiment de prendre beaucoup de jeunes en apprentissage, en stage, pour leur faire découvrir le métier et leur donner envie de continuer.
Un savoir-faire qui se transmet depuis 1895, mais dont chaque génération apporte sa pierre à l'édifice pour faire perdurer le nom de la Maison de Lille. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!